Lendl se qualifie pour la finale de Roland-Garros. La rencontre Henri Lecomte-Michael Perforce, plusieurs fois interrompue par la pluie. Au congrès des HLM à Cannes, Pierre Méhaignerie annonce des modifications importantes pour les loyers et une hausse au 1er juillet 87. Le gouvernement français publie une fiche de renseignement sur le passé militaire de Kurt Waldheim. Pas de révélation, mais Kurt Waldheim avait menti. Il était bien pendant 3 ans dans les Balkans. Ce vendredi 6 juin 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton et Marcel Fontaine, Michel Seurat et Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Aurel Cornéa, Jean-Louis Normandin et Camille Sontag n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Dans une trentaine de minutes, Hongrie-Canada sur Antenne 2 en direct de Irapuato au Mexique. Les Hongrois et les Canadiens font partie de la même poule de qualification que les Français. Les Français qui ont réussi un excellent match hier soir face aux Soviétiques, un partout, je vous le rappelle. Aujourd'hui, le sport était à Roland-Garros avec les demi-finales des internationaux de tennis. Ivan Lendl n'a eu aucun mal face à Crick, mais la terre battue du stade Roland-Garros étant devenue terre mouillée, bien Henri Lecomte et Michael Perforce n'ont pas fini leur affrontement. Daniel Cazal, où en sont les deux protagonistes? Eh bien écoutez, on vit sur le central de Roland-Garros un match tout à fait stupéfiant avec un Henri Lecomte qui est dominé, car il a perdu, après avoir emporté la première manche 6-2, il a perdu les deux suivantes 7-5 et 7-6, et puis il est mené 3-0 dans la quatrième manche. Là vous voyez Patrick Flodrovs qui est l'arbitre de chaise, il y a un petit incident je crois, et ce Perforce est tout simplement stupéfiant parce qu'on l'avait vu user Becker, et là il est en train de user Henri Lecomte qui joue son jeu de tennis offensif, et devant ce Suédois qui va chercher toutes les balles, qui court sur toutes les balles, qui va chercher dans des angles impossibles, Henri est obligé de prendre énormément de risques. Là, alors évidemment, de temps en temps, il commet des fautes, comme ici. Il a encore une balle de jeu pour n'être plus mené qu'un jeu à 3. Bon, mais regardez ce visage, parce que vraiment on s'en souviendra de ce Perforce. Peut-être le jeu d'Henri Lecomte. Un match qui a été interrompu 2 fois. Je dois vous dire que ces deux joueurs ont 12 jours de différence. Henri Lecomte est du 4 juillet 63, Perforce du 16 juillet 63. Voilà, fantastique passing shot. Vous voyez, vous avez un aperçu. Égalité, Daniel. Vous nous prévenez tout de suite au cours de ce journal si, par malheur, Lecomte ne remportait pas cette demi-finale, ne se qualifiait pas pour la finale. En tout état de cause, nous vous donnerons le résultat à la fin de ce journal. À Cannes, le ministre du Logement, Pierre Méhaignerie, a annoncé que la hausse des loyers HLM interviendrait le 1er juillet prochain. Devant le congrès HLM, M. Méhaignerie a précisé qu'il y avait dans le budget de l'aide personnalisée au logement un trou de 1,2 milliard. 900 millions de francs ont été rajoutés dans le collectif budgétaire. Les 300 millions restants le seront ultérieurement. Mais M. Méhaignerie a surtout évoqué les modifications qu'il entend apporter au régime des HLM, liberté des loyers et liberté pour les organismes locaux de gestion HLM. Explication Véronique Auger. Premièrement, à partir du 1er juillet 87, les loyers des nouveaux locataires seront fixés librement par les organismes régionaux d'HLM. On peut prévoir des rattrapages de prix, mais le gouvernement sanctionnera les dérapages. Deuxièmement, les surloyers seront fixés librement par les organismes régionaux d'HLM. Ces surloyers concernent les occupants de logements HLM dont les revenus dépassent 13 000 francs pour un couple avec 2 enfants en Île-de-France et 12 000 francs en province. Troisièmement, l'accession sociale à la propriété. Tout le monde pourra désormais acheter un appartement en HLM, y compris ceux qui n'y habitent pas. Mais les locataires d'HLM auront la priorité. Ces mêmes locataires auront le droit d'utiliser des prêts conventionnés. Enfin, quatrièmement, pour lutter contre l'insécurité et la saleté, le ministre souhaite rétablir les gardiens dans les HLM. Une partie de la charge sera financée par les usagers. Elle se montera en moyenne à 40 francs par mois en plus du loyer. Le Premier ministre Jacques Chirac s'exprimait cet après-midi devant une assemblée de dirigeants d'entreprises internationales et évoquait les mesures économiques et sociales prises par son gouvernement depuis 2 mois. M. Chirac a assuré que la totalité de la dette extérieure de l'État serait remboursée dans un délai bref. Mais M. Chirac n'entend pas influencer le choix des entreprises, mais assurer un cadre de travail. Mais je ne souhaite pas, et si l'un de mes ministres l'a dit, il a eu tort, je ne souhaite pas que l'on dise
qu'il faut investir, que l'on dise aux entreprises il faut investir, et si vous n'investissez pas, ou si vous ne créez pas d'emplois, vous mettez en péril l'expérience libérale. C'est un raisonnement primaire et totalement injustifié, notamment dans la bouche de quelqu'un qui veut assumer, non pas une économie libérale, je n'aime pas énormément ce mot, mais une économie de liberté. Je le répète, l'État n'a pas à se substituer aux entreprises pour leur demander de faire quelque chose. Les entreprises investiront si elles ont intérêt à investir, et c'est d'ailleurs le seul moyen qu'elles investissent intelligemment. On n'investit pas pour faire plaisir ou pour soutenir une idée. On investit pour se moderniser, pour réaliser un profit, pour assurer un développement, pour conquérir des marchés. Alors, ne nous trompons pas de langage. Parmi les membres de cette assemblée qui écoutaient M. Chirac, sans doute des Japonais. Pendant une quinzaine de jours, une quarantaine de chefs d'entreprise japonais étaient en visite dans diverses régions françaises, et ce, à l'initiative du MITI, le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur japonais. Le Japon veut accentuer sa présence en Europe en apportant son savoir-faire et ses méthodes originales de travail. Reportage Patrick Boitet, Didier Rancoeur. Un prêtre shintoïste pour bénir les murs d'une nouvelle usine, il faudra bien s'y faire, les Japonais débarquent. Une quarantaine d'usines japonaises sont déjà implantées sur le territoire français, l'équivalent de 9000 emplois. Un nouveau patron, nouvelle méthode, mais elles sont en général bien acceptées. Même les bretonnes de l'usine Canon se sont mises à la gymnastique. Et ça marche, la productivité des filiales japonaises implantées en France n'a plus rien à envier aux usines de là-bas. On n'était pas sûr si on arrive à travailler comme au Japon. Finalement, des fois, on arrive même mieux qu'au Japon. On arrive à travailler même mieux qu'au Japon. Donc, c'était un peu surprenant pour vous, mais en fait, c'est la vérité. Autant d'éléments de nature à rassurer ces investisseurs japonais en mission d'études en France. Les industriels du Japon souhaitent en effet de plus en plus s'établir en Europe. D'abord pour contourner les barrières douanières du marché commun, ensuite pour améliorer la compétitivité de leurs produits, une compétitivité ébranlée par la hausse continue du yen. La France, pays de main-d'œuvre qualifiée, intéresse beaucoup les industriels japonais, mais à une condition. Pour nous, la liberté, c'est le point le plus important. Pour les entreprises qui veulent s'implanter en France, il faut avoir une totale liberté. Si par exemple, les entreprises ne peuvent pas importer du Japon ou d'ailleurs les produits nécessaires à leur production, je crois que ça poserait des problèmes. Dans chaque région visitée, on a sorti le grand jeu pour recevoir la délégation japonaise. Et chacun de vanter les avantages financiers ou fiscaux pouvant être accordés aux investisseurs japonais par les collectivités locales ou les pouvoirs publics. De menus sacrifices comparés aux retombées de l'implantation d'une usine sur l'emploi local. Pour nous, l'intérêt est essentiellement qu'ils jouent totalement le jeu de l'emploi. C'est-à-dire qu'après une période de rodage, où ils envoient des managers japonais, ils les remplacent rapidement par des managers français, dans tout le niveau de la hiérarchie, depuis le cadre, le technicien et l'employé. Longtemps ignorée par les industriels japonais, la France se trouve depuis l'année dernière au 2e rang des investissements nippons dans le monde. Un pactole qui pourrait se chiffrer en milliards de francs et en milliers d'emplois. À la RATP, le remplaçant de Claude Quin était nommé par décret. Il s'agit de M. Paul Reverdy, nommé administrateur avec 6 autres nouveaux membres. En Autriche, 48 heures avant le 2e tour de l'élection présidentielle, Kurt Waldheim reste favori. Madame Beat Klarsfeld et une vingtaine de jeunes Autrichiens poursuivent leur mouvement de protestation contre M. Waldheim, toujours accusé d'avoir été impliqué dans des crimes de guerre. À Paris, les services du Premier ministre ont publié la fiche de renseignement relative au passé militaire de M. Waldheim. La présence de Kurt Waldheim pendant 3 ans dans les Balkans était connue du service des archives du commandement français à Berlin. Mais la publication de cette fiche, dont j'ai ici des photocopies, n'est toujours pas une preuve à charge déterminante. Bruno Albin. Oui, et ce soir, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le contenu de cette fiche, c'est bien plus le fait que quelqu'un, un Français, soit allé la consulter le 20 mars 1979, en plein milieu du mandat de M. Waldheim à l'ONU.
La pratique est courante, des centaines de fois les archives de Berlin ont été interrogées à la demande de Paris ou de Bonn, des droits à faire valoir pour une pension d'invalidité militaire ou une enquête en vue de l'attribution de la Légion d'honneur à une personnalité allemande par exemple. En revanche, il est étrange qu'une demande concernant la fiche du secrétaire général des Nations Unies en exercice ait été si vite oubliée. Or, l'employé des archives, un militaire, ne se souvient aujourd'hui absolument plus de qui elle émanait. Et l'ancien gouverneur militaire français de Berlin, qui recevait habituellement ce genre de requête du Quai d'Orsay, n'a quant à lui aucun souvenir de la demande. Et toute la question est là. Qui a demandé ou ordonné cette consultation et pourquoi? Quel est le nom du Français assez influent pour exiger une investigation dans le passé d'un homme aussi auréolé de prestige? En publiant la fiche de M. Waldheim, avant les élections autrichiennes, les services du Premier ministre ont joué la clarté dans une affaire obscure. On s'engage même à Matignon à être plus précis à l'avenir si la mémoire revient aux protagonistes de l'affaire. Ceux qui la suivent de très près en ont pris acte. Un missionnaire catholique français a été enlevé il y a 48 heures dans une île du sud des Philippines. Cette île, à majorité musulmane, a été souvent le théâtre d'enlèvements. Les ravisseurs du missionnaire français réclament une rançon pour sa libération. Un protocole d'accord soviéto-américain a été signé aujourd'hui à Moscou pour suivre médicalement les dizaines de milliers de personnes risquant de développer un cancer à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Selon les médecins américains qui ont conclu cet accord, le nombre des victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Le Premier ministre néo-zélandais David Lang est depuis une semaine en Europe pour une tournée de reprise de contact et pour discuter moutons et beurre. David Lang était hier à Londres. Notre envoyé spécial Pierre Serra a demandé à M. Lang si l'on pouvait concevoir le rétablissement de relations normales entre la France et la Nouvelle-Calédonie tant que le lieutenant Maffar et le capitaine Prieur sont en prison. L'affaire du Rainbow Warrior, c'était il y a presque un an. La Nouvelle-Zélande a jugé et condamné à 10 ans les époux de Thuringe. Une affaire apparemment classée pour David Lange qui cherche à développer ses relations avec la communauté européenne dont le marché est vital pour son pays. Mais peut-on concevoir de bonnes relations entre la France et la Nouvelle-Zélande tant que le capitaine Prieur et le commandant Maffar sont en prison? Le but de nos pourparlers, c'est de normaliser nos relations avec la France. Il n'est pas acceptable pour la Nouvelle-Zélande qu'un pays s'arroge le droit, en toute impunité, de couler un bateau et de tuer une personne. Et d'exiger en plus la libération des coupables en nous menaçant de sanctions économiques. Comme l'a proposé le Premier ministre hollandais, nous allons sans doute recourir à un médiateur pour régler nos problèmes. La France a d'ailleurs réagi très positivement à cette proposition. À mon retour en Nouvelle-Zélande, j'exposerai tout cela au cabinet pour voir ce qui est possible. Et si c'est possible, nous désignerons un médiateur acceptable. Et puis nous fixerons le cadre des négociations. Mais pour sa part, la Nouvelle-Zélande a toujours dit qu'il n'est pas question de remettre en liberté ces deux personnes. Mais pourquoi ne profitez-vous pas de ce voyage pour aller en France, justement? Parce que je ne suis pas complètement idiot. À Londres, la Chambre des communes hier soir a approuvé en deuxième lecture par 301 voix contre 44 le projet de loi sur le tunnel sous la Manche. Commémoration aujourd'hui sur la plage d'Utah Beach du 42e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 en présence du ministre de la Défense André Giraud et de l'ambassadeur américain à Paris. 3500 hommes sont tombés ce jour-là sur les plages de Normandie sur un renfort de 1 million de combattants américains, anglais, canadiens, belges, hollandais et norvégiens. 30 000 seront tués et 200 000 blessés pour arracher la victoire et libérer la France et l'Europe des nazis. Bavure à rebours en plein centre de Nice. Un gardien de la paix qui venait d'arrêter un voleur à la tire d'origine maghrébine a été pris à partie par des passants persuadés d'assister à une scène raciste. Le gardien de la paix souffre de contusions multiples et le voleur a pu s'échapper. À Ajaccio, les jurés de la cour d'assises délibéreront ce soir à l'issue des audiences du procès d'Antoine Réco, accusé du meurtre de 2 jeunes femmes au mois de septembre 1981. Ce matin, le procureur de la République a requis la peine maximale. Compte rendu, Paul Lefebvre.
Perpétuité et pas de circonstances atténuantes. Gaston Carrasco, procureur d'Ajaccio, près de 3 heures de réquisitoire. Une démonstration écrasante. Conclusion, Réco a tué 2 fois, point final. Dès son entrée dans la cour d'assises, Réco entend ceci. Vous avez condamné à mort 2 jeunes filles. Et vous avez condamné au chagrin à perpétuité ces 2 femmes, leur mère et leur famille. Pourquoi? Pour votre plaisir et en utilisant votre force, car vos mains de pêcheurs ont été des tenailles sur les coups d'Isabelle et de Geneviève cette nuit-là. Pièce après pièce, tout s'enchaîne devant un jury attentif et une salle comble. Au passage, l'avocat général qualifie d'hypocrite certains élus locaux venus, selon lui, chercher des voix dans ce tribunal en cachant ce qu'ils savaient de la véritable réputation de Réco. Pour la défense, qui plaide en ce moment, la tâche est rude. Il lui faut se dégager de l'enchaînement des faits et aussi tenter de faire oublier l'attitude stupide de l'accusé qui nie tout, même ce qu'on ne lui reproche pas. Perpétuité, donc, a requis l'avocat général avec la peine de sûreté maximale, 18 ans. Verdict, sans doute, très tard dans la soirée. Que faisions-nous il y a un peu moins de 20 ans? C'était le bel âge et la Fondation Cartier à Jouy-en-Josas, en région parisienne, fait un véritable cadeau en exposant les années 60 dans l'ancien collège Le Moncel, un mécénat d'entreprise d'un budget de 5 millions de francs. Reportage Jean-Jacques Dufour, Pascal Stelletta. Commençons la visite de cette exposition sur les années 60 avec un clin d'œil à l'année 68. Celle des barricades, celle où il était interdit d'interdire, celle où sous les pavés il y avait la plage, une année que Charles de Gaulle qualifia d'année de la chienlit. Profitant de la présence du ministre de la Culture qui inaugurait l'exposition, je me suis permis de lui demander ce qu'il faisait en 68. En 68, j'étais pas du côté des CRS. Et vous écoutiez quoi? Beaucoup de chansons françaises, bien sûr les Beatles. Mais continuons la visite. Voilà la chambre type d'un adolescent des années 60. Au centre, l'inévitable pick-up, un T-Paz, instrument indispensable pour écouter les idoles. Dans ces années-là, il n'y avait pas de vidéoclip, mais dans les cafés, on pouvait voir les yéyés sur grand écran. C'était le temps des copains et des scopitones. Françoise Hardy venait de rencontrer Dutronc et ne s'intéressait qu'au groupe anglo-américain. Les seules choses qui comptaient pour moi à cette époque-là, c'était le dernier titre d'Elvis Presley, la dernière chanson de Cliff Richard, la dernière chanson des Everly Brothers. Je ne vivais que pour ça. L'expo de la Fondation Cartier présente évidemment les bijoux automobiles de l'époque qui faisaient craquer les idoles. On faisait beaucoup dans la décapotable, la vitesse n'était pas limitée. Roger Nimier se tue en Aston Martin, Albert Camus en Facel Vega. Jean-Louis Trintignant, un homme, allait retrouver une femme à Deauville en Ford Mustang. Richard Anthony chantait Nouvelle Vague. En 60, j'étais vedette. Je faisais rêver les jeunes filles et j'avais débuté grâce à Chabrol, Godard et Truffaut. La Nouvelle Vague. J'avais 30 ans de moins et c'était bien agréable. Il y a 26 ans, la mode descendait dans la rue. L'industrie du prêt-à-porter découvrait un nouveau type de consommateur, les jeunes. La mini-jupe et le maxi faisaient des ravages. Courrèges donnait un coup de vieux au costume 3 pièces. Dans les arts plastiques, c'était l'explosion du pop art. La peinture américaine tenait le haut du pavé. Parallèlement, l'amélioration du niveau de vie entraînait un besoin de confort et un nouvel art d'habiter. Le siège devenait sculpture, on innovait avec du mobilier en plastique, le monde changeait. 22 ans, Henri Lecomte et Michael Pernfors, où en sont-ils, Daniel Casal? Eh ben, écoutez, ils en sont à un petit numéro comique là, parce que ça fait 2-7-1 pour le Suédois, 5 jeux à 2, service Henri Lecomte. 15-0 Lecomte et Pernfors a réussi un passing shot qu'on a vu sur la ligne et qui a été annoncé faute. Alors, il y a une contestation du Suédois, d'ailleurs on va le revoir. Ah, elle est annoncée faute, alors vous allez peut-être voir dans ce ralenti, moi j'avais l'impression qu'elle était sur la ligne, ce qui donnerait 30-0. Ça donne la même impression ici, mais le score est très en faveur de Pernfors quand même. Oui, c'est ça. Cela dit, Henri Lecomte a un service de retard, c'est-à-dire que là, il sert, si jamais il prend son service, il revient à 3 jeux à 5, et c'est au tour de Pernfors de servir. Alors là, disons que rien n'est joué. Très honnêtement, rien n'est joué, car Henri a déjà pris à plusieurs reprises le service de Pernfors. Alors,
Alors c'est impossible de vous dire que Pernfors a gagné et que Lecomte a perdu. Cela dit, il joue admirablement ce Suédois. Et si en définitive Henri Lecomte était battu, je peux vous garantir qu'il n'aurait vraiment rien à se reprocher. Bon, Daniel, le suspense continue. On aura le résultat, je pense, à la mi-temps du match Hongrie-Canada. Le tiercé demain à Auteuil. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Elle vous propose de jouer Grand Argentier l'As, Guchen le 2, Or-Noir AC le 4, Gilbert le 8, Pastoura le 5, Once Again SF 7, l'Ami Bleu le 3 et Donitz le 11. Et puis pour la météo, Brigitte Simonetta. Oui, mais vous savez qu'il existe une expression qui nous dit « tout vient à point, à qui sait attendre ». Nous l'avons attendu longtemps, il revient, le soleil bien sûr. Alors demain matin, tout ne sera pas encore parfait, mais l'après-midi, regardez la carte donc pour l'après-midi, le soleil revient. Il reviendra surtout de l'Île-de-France au centre, massif central, sud-ouest, sud-est, Corse. En revanche, les nuages resteront encore nombreux de la Normandie à l'estuaire de la Gironde et du Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux Alpes du Nord. Deuxième bonne nouvelle, les températures remontent petit à petit, ça se fait tout doucement. Températures qui iront de 14 à 17 degrés sur la moitié nord, 18 même, et de 16 à 23 degrés sur la moitié sud. Et elles remonteront tous les jours prochains. Demain, samedi 7 juin, 2 minutes de soleil supplémentaire. Ce soleil se lèvera à 5h50, se couchera à 21h49 et ce sera la Saint-Gilbert. Et dimanche, ce sera la Saint-Médard. Pour le dernier journal, ce sera à 23h10 avec Bernard Fradino. À demain, 20h. Bonsoir, merci.